Bon, ben, bonsoir à tous, ceux que j'ai pas vus encore. Merci d'être venus. Donc Crealid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une coopérative d'entrepreneurs où on est pas loin de 300. Et donc Jérémy et moi qui présentons les deux sujets de ce soir, on est des entrepreneurs associés à Crealid depuis longtemps, ça va faire 9 ans. Et donc c'est de l'entrepreneuriat collectif qui regroupe toutes sortes de métiers. On trouve plein d'activités différentes, dont des informaticiens, des développeurs et au sens large. Et donc c'est une scope, ouais, c'est une coopérative où on est tous au bout d'un certain temps, on passe associés, on a les décisions qui sont prises en commun. Et c'est très pratique comme système pour entreprendre, pour faire son métier, gérer son activité, sans devoir gérer l'administratif. Enfin, ou disons, en ayant beaucoup moins d'administratif à gérer, on a notre fiche de paye, il y a la compta qui gère ça très bien, et qui sait faire. Quand c'est pas du tout notre métier, c'est bien de laisser ça aux autres. Alors, je me présente, je m'appelle Thierry Châtel. Je suis architecte logiciel. Je travaille surtout dans le domaine des applications web. Et je suis depuis quelques années Google Developer Expert sur le framework Angular. J'étais un des premiers à être nommé Google Developer Expert sur le sujet. Le premier d'Europe. Et avec Jérémy, on a créé, c'est tout frais, le site il est en ligne depuis hier, une marque commune de conseils, d'expertise sur des sujets peu ordinaires. Il faut vraiment prendre la baseline au pied de la lettre. Donc au B2B, qui fait un peu geek et B2B aussi en même temps. Faut bien travailler. Donc ouais, c'est tout frais, le site, la peinture est pas fraîche encore, hein. Il manque plein de choses. Ça fait un an qu'on en parlait. On s'est dit que c'était l'occasion de le mettre en ligne. Alors il y a un blog qui est encore vide parce qu'on n'a pas réussi à finir le premier article et tout ça, mais ça viendra, ça va se remplir. Alors moi je vais vous parler de Nest.js, encore un framework JavaScript. Il en sort toutes les semaines. Bon, il y en a quand même qui ont plus de succès que d'autres. Alors, pour situer le contexte, et à quoi il sert. Donc, c'est pour faire des applications web. Alors, les applications web, on les faisait à l'ancienne avec des pages séparées, il y a longtemps. Ça se fait de moins en moins. C'était des pages web et on cliquait sur un bouton ou un lien de l'application, mais ça a chargé une autre page. Donc c'est ce modèle qu'on avait là, voilà. À chaque fois, les requêtes concernaient des pages web. Et c'est quand même, pour les applications, c'est quand même beaucoup tombé en désuétude, ça. Maintenant, on a beaucoup plus des single page applications. Ce que vous utilisez couramment sur des applis comme Gmail, comme Trello, Twitter, Facebook ou plein d'autres. On ne sort pas de la page web. C'est une application qui s'exécute. En fait, c'est du client-serveur. On a un client qui s'exécute dans le navigateur et qui échange juste des données avec le serveur. Bon, le schéma, je l'avais trouvé joli, mais en fait, il est pas. La base de données qui est liée au serveur web, c'est pas forcément. Bon, disons que le principe, c'est qu'il n'y a plus de requêtes pour charger des pages. Il y a des requêtes pour récupérer des données ou envoyer des modifs sur des données. On discute avec une API REST. Voilà. Donc je pense que maintenant, c'est quand même ce qui se fait majoritairement comme application.
C'est-à-dire que, voilà, en fait, c'est vraiment le client-serveur. C'est comme on faisait moi, quand j'ai commencé à travailler. Alors ça remonte à quelques années. C'est en 94. Donc les applis web, c'était pas encore un sujet. Même pas dans ce mode-là. Par contre, bah, c'était la grande mode du client-serveur. On avait un client intelligent, avec de la logique dedans, et qui échangeait juste les données avec un serveur, par web. Et finalement, quand on est passé à ça, c'était un retour en arrière, parce que là, le web était utilisé comme un terminal passif. Alors du coup, pourquoi un tel retour en arrière? Pourquoi, alors qu'on faisait du client-serveur avec un client intelligent? Quelle était la raison, à votre avis? La simplicité avec la sécurité de passer par le web pour diffuser plein de choses. La sécurité éventuellement, mais Surtout éviter d'installer des clients lourds. voilà, c'est le déploiement. Pour les entreprises qui ont des centaines ou des milliers de postes, devoir installer des clients lourds et faire des mises à jour, c'était une catastrophe. Donc c'est pour ça que finalement il y a eu ce retour en arrière et on est revenu quasiment à du terminal passif, mais dans le HTML, mais dans le navigateur web, pour finalement quelques années plus tard, avec les progrès du JavaScript et des frameworks qui sont venus avec, être capable à nouveau d'écrire un client intelligent qui s'exécute dans le navigateur web. Donc c'est le meilleur des deux mondes. À la fois, il n'y a pas de déploiement, il n'y a pas d'installation sur le poste, mais on a quand même la possibilité d'avoir un client qui va juste échanger des données et faire tout ce qu'il a à faire dans le navigateur directement. Mais s'il faut écrire ça à la main, c'est compliqué. Si on a juste JavaScript, voilà, et puis écrire un client web, c'est pas rien, quoi. À l'époque où il y avait juste jQuery, faire ça, c'était quand même très, très, très lourd, quoi. Donc, des applis comme Gmail, effectivement, Google, il l'avait fait à une époque où il n'y avait pas d'outils comme Angular, React ou autre. Ils se sont écrits leurs outils et tout, mais ils avaient quand même des moyens qui n'étaient pas ceux de tout le monde. Donc que ce soit pour la partie cliente ou pour faire l'API REST, c'est bien d'avoir des outils qui vont nous simplifier le travail pour pas partir de zéro, parce que sinon, on n'est pas rendu. Alors pour la partie cliente, les outils classiques, les frameworks qui sont les plus répandus et de très loin, alors il y en existe plein d'autres, mais qui sont totalement anecdotiques. Donc c'est surtout Angular et React. Angular fait par Google et React par Facebook. Et Vue.js qui arrive à exister. J'ai mis le logo un peu plus petit, il est nettement plus en dessous des deux autres, mais il arrive quand même à exister aux côtés des deux mastodontes. Alors qu'après tous les autres, il en existe des Ember.js ou autres qui sont complètement anecdotiques. Si vous regardez des stats, c'est à zéro. C'est même pas mesurable. Donc déjà, ça veut dire que les autres peuvent être très bien. Ember.js, par exemple, est très bien, mais il n'y a personne qui en fait, quoi. Il y a 4 développeurs en France. Donc lancer un projet là-dessus alors que personne ne connaît, c'est un problème. Je vous déconseille fortement d'utiliser autre chose que les outils qui sont répandus. Sinon, après, c'est déjà pas facile de trouver des développeurs sur cela. Après, c'est très audacieux de se lancer sur autre chose. En part de marché, je ne saurais pas dire lequel est devant. Angular, React, enfin, sont à peu près au même niveau. En France, c'est apparemment peut-être Angular qui est un peu devant. Ça dépend des pays. Vue.js a un gros cran derrière. Mais bon, les deux autres se partagent le marché. Donc ça, ce sont les outils qu'on va utiliser pour faire de l'applicatif, de la single page application. Ça, c'est ce qu'on utilise pour le client, pour écrire le client. Donc ça s'exécute dans le navigateur.
Donc, côté front-end, on fait du JavaScript. Et là, de toute façon, c'est facile parce que le navigateur, il comprend que ça. Donc, le choix est simple. Ouais, non, ça, ActiveX, ça... même dans IE, il l'avait enlevé, quoi. Alors, JavaScript, en fait, il ne faut plus utiliser JavaScript. Il faut faire du TypeScript. Il n'y a que des avantages à faire du TypeScript. TypeScript, c'est un langage qui est en JavaScript. Donc c'est un JavaScript étendu. C'est la syntaxe JavaScript avec des choses en plus. Notamment du typage, c'est pour ça qu'il s'appelle TypeScript. C'est du JavaScript typé. C'est pas le seul apport, mais c'est déjà un très gros apport. Du coup, ça va permettre de détecter plein d'erreurs qui ne sont pas du tout signalées en JavaScript. Donc c'est un langage qui est fait par Microsoft. On va écrire du code TypeScript. Il est compilé en JavaScript. Donc transformé en JavaScript pour que ça puisse s'exécuter dans le navigateur. Le framework Angular est écrit entièrement en TypeScript. Alors, je peux vous montrer ça, juste un petit exemple. Grossir un peu peut-être. Ouais. Là c'est le TypeScript Playground. Pourquoi il est... Ouais, il y en a. Ah ben oui, c'est parce qu'il est repassé sur un format différent. Hop. Voilà. Ça. Là, vous allez le voir en entier, comme ça. Donc là, c'est pour jouer avec TypeScript, faire des exemples et voir ce que ça génère comme JavaScript à côté. On peut les exécuter aussi. Alors déjà, c'est pas très différent. Alors c'est du JavaScript moderne. Là. C'est du ECMAScript 6 ou ECMAScript 2015 où on a une syntaxe avec des classes, des constructeurs. Là aussi, c'est fortement recommandé. Si on regarde entre les deux côtés, il y a très peu de différence. Le code est le même, sauf ici que la propriété S en JavaScript, on ne déclare pas les propriétés. Là, il faut la déclarer. Et indiquer son type. Et pareil, pour l'argument de la fonction, on indique le type. Donc ça, ça va signaler des erreurs si on fait n'importe quoi. Là, si j'ai donc un objet C sur lequel je vais appeler cette méthode init. Non, c'est pas la méthode init, c'est le constructeur, pardon, qui prend. Alors déjà, là, le constructeur, là, il me dit qu'il attend un argument et qu'il n'en a pas eu. Si je lui passe un argument qui n'est pas du bon type, pareil, ça attend un number et c'est pas bon. Voilà. Donc ça, hop. Non, c'est pas... La propriété a besoin d'être déclarée. Ici, s'il ne connaît pas S, on peut pas. Parce qu'en JavaScript, il n'y a aucun garde-fou. On peut taper n'importe quoi. Si je me suis trompé, j'ai fait une faute d'orthographe dans le nom de la propriété, il ne me signale pas. Et puis, si je ne passe pas dans cette fonction, je ne le verrai pas. Et puis, je livre un truc en prod qui est complètement faux. Alors que là, tout de suite, dès qu'on le tape, dans l'IDE, il signale les erreurs. Et ça ne compile pas, de toute façon. Si j'essaye de... Je fais le build du projet, ça ne peut pas passer. Il y a une option qui est intéressante aussi, où c'est qu'elles sont config, voilà, hop. C'est le strict null check, mais qui interdit d'avoir des valeurs nulles si c'est pas spécifié, nul ou undefined. Donc là, on lui dit que S, c'est une chaîne de caractères où elle n'est pas définie. Si j'avais dit juste c'est une chaîne de caractères, j'ai une erreur.
Il me dit que c'est pas possible parce qu'elle n'a pas été initialisée dans le constructeur. J'ai construit l'objet sans que sa valeur n'est pas définie, mais il ne me laisse pas passer non plus, quoi. Parce que ici, il y a un if. Si la condition est fausse, du coup S n'est pas initialisé, c'est pas bon. Si je lui dis que ça doit être une vraie string qui ne peut pas être non définie, ça c'est pas valable. Alors que si je mets un else et que je mets une valeur d'un S, X, voilà, maintenant il est content, il n'y a plus d'erreur, puisque dans tous les cas elle est initialisée, que la condition soit vraie ou fausse. Et ouais. Sinon, bon, si je la laissais soit string ou undefined comme type, ici, j'ai un if s, je vais aller chercher la longueur de cette chaîne de caractères. Là, c'est dans un if où on vérifie que c'est pas undefined. Puisque ça peut être undefined, si j'ai pas le if, il n'est pas d'accord. Si j'ai une chaîne qui n'est pas force, je me suis emmêlé les pinceaux, hop, ou les doigts. Ça, j'ai pas le droit, parce que cette chaîne n'étant pas forcément définie, si j'essaye d'aller chercher la longueur d'une chaîne pas définie, ça va planter. Donc il me laisse pas l'écrire. Donc il y a vraiment beaucoup de garde-fous qui vous évitent de faire du code qui plantera à l'exécution. Ici, là, j'ai testé que c'est pas undefined, ça veut dire que c'est une string. Un type qui était soit string soit undefined, dans le if, puisque j'ai dit que c'est pas undefined, c'est forcément de type string bien défini. Alors que là en dehors, dans le else, si c'est undefined. Le système de typage de TypeScript est très évolué, il fait des inférences de type et des restrictions de type suivant les conditions, les tests qu'on fait. Et puis, voilà, ça aussi, ça n'enlèvera pas toutes les erreurs, mais enfin ça en enlève quand même un paquet par rapport à du JavaScript qu'on peut écrire qui vérifie absolument rien et n'importe quelle faute de frappe va faire un code qui plantera et on s'en rendra pas forcément compte tout de suite, quoi. Si on ne passe pas sur la condition qui le fait planter. Donc franchement, aujourd'hui, faites plus que du TypeScript. C'est tellement mieux, tellement plus robuste, plus agréable à écrire. Et pour le refactoring aussi sur un projet, il y a des types et il est capable de faire un très bon refactoring sur du code TypeScript, alors qu'en JavaScript, il y a plein de variables, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc il n'arrive pas à suivre. Donc en termes de productivité et de qualité du code, la différence est phénoménale. Voilà, donc ça c'est un aparté pour vous dire que c'est vraiment dommage maintenant de faire du vrai JavaScript. Mais ça reste du JavaScript, et ça ne dispense pas de connaître JavaScript. Le code, c'est du JavaScript. Hein. Si vous prenez un objet tableau, il a les mêmes méthodes qu'en JavaScript, c'est le même objet qu'en JavaScript. Donc ça reste du JavaScript, mais beaucoup mieux, en fait. Donc, il faut faire du JavaScript, mais en fait, du TypeScript. On va écrire du TypeScript, qui est ce JavaScript étendu. D'ailleurs, c'était pas la seule... chez Facebook, ils ont fait un concurrent de TypeScript qui s'appelle Flow. Mais bon, clairement, entre les deux, c'est TypeScript qui a gagné, qui se répand de partout. À peu près tous les projets, maintenant, doivent marcher en TypeScript. Ils se fournissent le typage pour TypeScript. Et même chez Facebook, ils commencent à réécrire des librairies en TypeScript. C'est vraiment en train de devenir un standard de fait, TypeScript. Node, de toute façon, c'est du JavaScript, donc on peut écrire du TypeScript et ça marche. Ah oui? Ah, je sais pas ça. Voilà, donc côté client, il n'y a pas de question à se poser, c'est TypeScript à utiliser, de toute façon. Le navigateur ne comprend que JavaScript, mais autant écrire le JavaScript en TypeScript, c'est beaucoup plus fiable. Côté serveur, sur le back-end, là, il y a beaucoup plus de choix.
qu'un aperçu de ce qui existe. Enfin, c'est quand même les technos les plus utilisés. Il y a des choses plus marginales. Et voilà. Donc on peut très bien faire un back-end, une API REST, écrite en Java. Il y a plein de frameworks en Java. En PHP, avec Symfony par exemple. En C#, sur la plateforme .NET, en Python, en Ruby. Ou alors, on a Node.js qui permet d'exécuter d'avoir un back-end écrit en JavaScript. Donc là, pareil, on va plutôt utiliser TypeScript que JavaScript directement. Donc, Node, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, à la base, le cœur de Node, c'est l'interpréteur JavaScript de Chrome, du navigateur Chrome. Donc il s'appelle V8. Le V8, c'était comme pour les moteurs, pour dire qu'il allait vite, quoi. Et là, ils viennent passer en version 8, donc maintenant V8 est en version 8. Ça fait pas longtemps. C'est V8 de V8. Et donc autour de cet interpréteur JavaScript, il y a un peu de librairie pour lire les fichiers, enfin pour plein de choses nécessaires sur un serveur, quoi. Voilà, donc c'est un interpréteur JavaScript avec un certain nombre de librairies basiques pour les manipulations classiques. Voilà, donc là, on a plein d'options et puis il n'y a aucun problème à faire un back-end en Java, hein, si vous avez une équipe Java qui maîtrise ça très bien. Il n'y a aucune supériorité de Node. Quand Node est sorti, il y a eu plein d'articles, ça va plus vite, ils ont inventé l'asynchronisme et tout ça. Bon, c'est n'importe quoi, hein, ça va pas plus vite, l'asynchronisme on en faisait il y a 50 ans, enfin, bon. C'est très bien, mais les autres sont bien aussi, hein, il n'y a aucun souci. Mais donc c'est une option qui peut être tout à fait pertinente, on peut décider d'utiliser le même langage des deux côtés. Alors, si on a que Node, en fait, il faut écrire, faut tout faire le boulot, quoi. Et même écrire le serveur web, en fait. Donc ça part vraiment de zéro. Node, c'est la plateforme, c'est l'interpréteur, mais voilà. On est capable de... Si on prend juste Node, on veut envoyer un fichier HTML au client, il faut ouvrir le fichier qui est sur le disque, lire le contenu du fichier, le passer. C'est très basique, hein. Donc par-dessus ça, il y a un framework qui est très répandu, qui s'appelle Express. C'est le plus répandu des frameworks bas niveau. C'est minimaliste, hein, ils le disent eux-mêmes. Donc c'est pas une critique, c'est vraiment ce que fait Express. C'est ce que vous avez là. Il va répondre à des requêtes. Ici, faut pas appuyer. App.getList, c'est pour répondre à une requête get sur l'URL list. Alors là, c'est la syntaxe ECMAScript, ECMAScript c'est 2017, je crois, le async await. Donc qui permet, parce que le fait de se connecter à la base de données ou de faire une requête, c'est pas du synchrone. Et donc plutôt que d'appeler ça en passant une fonction callback qui sera exécutée quand c'est terminé, après on est passé à un système de promesses, donc qui sont des objets renvoyés par query par exemple, qui correspondent à un résultat qui arrivera plus tard et qui vont permettre de faire des choses quand le résultat arrive. Et donc cette syntaxe permet en fait d'attendre que la promesse soit résolue et de récupérer le vrai résultat une fois qu'il est arrivé. Donc là, ce code ne va pas s'exécuter de façon linéaire, il rentre dans la fonction, et puis là, quand il y a await, il a appelé connexion avec la config de la base de données, mais la suite ne s'exécutera que quand la promesse renvoyée par la méthode a été résolue. Donc cette syntaxe async await, elle existe depuis 2 ans et c'est bien pratique pour écrire un code linéaire qui va s'exécuter en fait en petits morceaux étalés dans le temps. Bon, mais là, ce que fait ce framework Express, il a une requête qui demande une liste de tweets manifestement. Il se connecte à la base, il fait la requête SQL,
À chaque fois, ça prend un certain temps, et quand le résultat est arrivé, ben, il l'écrit dans la réponse. Les arguments rec, c'est request et response, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est vraiment simpliste. Difficilement faire moins que ça. Là, ben, on va pouvoir comme ça lui faire des app.get pour certaines URL, app.post pour les URL avec un post, etc. Là, c'était un exemple que j'avais trouvé sur Internet, j'ai fait un copier-coller. Là, j'ai rajouté, ben, si on veut manipuler les données, si on ne veut pas envoyer tout ce que nous a fourni cette requête SQL select from tweets, ben, on peut faire un traitement sur le tableau qu'on a récupéré pour récupérer que les auteurs. Là, j'ai une URL get/authors, et puis ben, je fais la requête. Quand j'ai le résultat, je fais un traitement dessus, et puis j'écris ça dans la réponse HTTP. Donc ça, ben, voilà, c'est minimaliste. Ce qu'ils disent aussi, unopinionated. En fait, ça ne définit pas une architecture pour une application. Et ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Un code comme ça, ouais, déjà, il mélange tout. Il mélange les requêtes HTTP, les requêtes à la base, les traitements sur les données au milieu. Et après, là, si on veut tester, par exemple, bon, imaginons que le traitement soit un peu plus compliqué que le simple fait de récupérer le nom de l'auteur. On veut, donc on a écrit un traitement métier sur des données. Si on veut le tester, faire un test unitaire, comment on fait là? On est dépendant des requêtes et des réponses HTTP, on est dépendant de la base de données, enfin on peut pas quoi. Là, un truc ça comme ça, c'est... Et puis bah, on se doute bien que dès que ça va être un peu plus compliqué qu'un exemple trivial, ça tient pas la route, quoi. Donc si on veut faire quelque chose de propre, il va falloir avoir une architecture où on va faire les choses proprement, séparément, décorréler les choses, éviter que tout soit couplé et intestable. Donc faire ça, c'est pas bien. C'est vraiment pas... c'est pas une architecture d'application. Là, c'est tout en vrac dedans. On est presque à l'époque où on faisait des pages PHP avec les requêtes SQL à l'intérieur. Alors, Express ne dit pas qu'il faut faire ça, mais du coup, il laisse faire ce qu'on veut. Unopinionated, débrouillez-vous. C'est juste un socle technique sur lequel il faut construire l'architecture de son application. Donc, en fait, on veut construire un immeuble en briques, mais on a un tas de briques et on n'a pas les plans. C'est un peu le problème. Alors, côté client, on a des frameworks plus structurés, qui imposent une architecture. C'est le cas d'Angular, alors beaucoup plus que de React et Vue. Aussi bien React que Vue, c'est la partie composant. Il y a un peu le routeur dans Vue qui est optionnel. React aussi, un routeur, mais qui n'est pas utilisé par tous les frameworks, les surcouches à React. En fait. Bon. Angular, par contre, il y a une architecture. C'est pas du tout libre et fait comme vous voulez. Là, c'est un truc très cadré, une application. On a, alors, comme pour les deux autres, les composants qui vont afficher une partie de la page web, un bout de page web. Mais on a aussi des services dans lesquels on va mettre les traitements, les requêtes, les codes métiers, tout ça. Des services qui vont être injectés aux composants. En fait. L'injection de dépendance, on va lui dire simplement que le composant a besoin de tel service et il va se débrouiller pour le fournir, l'instancier la première fois et tout ça. Les composants et autres constituants de notre application, ils vont être répartis dans des modules. L'application, elle est modulaire, elle est découpée en plusieurs parties bien séparées, on ne met pas tout en vrac. Si on a une partie admin, on fera un module admin. On a le routeur qui va gérer la navigation à l'intérieur, etc. Je n'ai pas listé tout ce qu'il y avait, il y a beaucoup d'autres constituants. Mais là, on a vraiment toute une architecture. Comme on peut avoir, si vous prenez dans les autres langages cette liste qu'il y avait, en Java, vous avez des frameworks très structurants aussi. Faites une API en Java, en PHP, Symfony est quand même structurant aussi. C'est pas open bar et on fait ce qu'on veut. Ou si vous utilisez Django en Python ou autre, ce sont des frameworks qui sont pas minimalistes comme Express, qui fournissent une architecture d'application.
Par contre, sur Node.js, ben, jusque-là, il n'y avait pas de framework fournissant vraiment une architecture. Pas grand-chose. Express ne le fait absolument pas. Donc c'est là qu'intervient le Nest. Alors, en fait, Nest, j'en avais entendu parler, mais je n'avais pas utilisé jusqu'à récemment. Et puis, ben, j'ai eu un projet à faire pour un client, alors un petit projet qui n'est même pas terminé encore, mais en cours. Donc un client qui fait du Angular avec Node.js en TypeScript, donc là-dessus, très bien. Je n'allais pas leur dire, j'allais pas critiquer, j'étais entièrement d'accord. Mais bon, pour faire une partie back-end, une API REST et un back-end bien structuré, testable et tout ça, bien architecturé, qui soit modulaire et tout. Donc, ben, il ne s'agissait pas de partir sur du Express tout nu. Alors, donc déjà, il fallait TypeScript, et puis de toute façon, c'était une condition sine qua non. Des services avec de l'injection de dépendances entre services et dans les contrôleurs qui vont répondre aux différentes routes de l'application, donc du routage, pouvoir configurer l'application. C'est pareil, il y a forcément besoin d'aller configurer l'URL de production qui n'est pas la même que celle de recette ou de dev. Il y a toujours de la config à mettre, config externe d'une application. S'il n'y a rien pour le gérer, ben, il va falloir l'écrire. Les logs, les tests, les requêtes cross-domaine, éventuellement de la compression. Enfin, là, j'ai listé quelques trucs qui me sont passés par la tête en faisant les slides, mais il y en avait beaucoup plus de besoins finalement dans tout back-end. Et donc, ben, si c'est ça, on a le tas de briques et on va prendre des librairies différentes, essayer de les assembler tant bien que mal pour faire quelque chose. Ben déjà, ça prend du temps pour arriver à les faire marcher ensemble, et puis c'est pas force. Le résultat n'est pas toujours très satisfaisant. Donc Nest, en fait, c'est la solution toute prête. C'est comme Angular côté client qui fournit la stack toute prête. La structure prête à l'emploi, il n'y a plus qu'à mettre son code métier dedans. Ben là, c'est pareil. C'est le même principe. Alors, je vais vous montrer concrètement, petit exemple, disons, guère plus qu'un Hello World, mais pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors d'ailleurs, parmi vous, qui connaît Angular, qui a déjà utilisé Angular? Ouais, la moitié à peu près, une bonne moitié. Alors, on peut faire une petite application Angular triviale pour vous montrer où je peux. Ouais, hop, mon terminal. Ouais. Alors par exemple, pour créer une nouvelle application Angular, on a l'outil en ligne de commande, la command line interface d'Angular, ng, new et le nom du projet. Si j'écris bien, ça marchera mieux. Là, on va pas mettre de routage et puis on va rester en CSS. Donc là, il me crée une application, il a créé quelques fichiers et il télécharge 300 mégas de dépendance. Ouais, c'est du Node.js. Il y a toujours des milliers de packages NPM qui appellent d'autres packages NPM. Donc NPM, ça doit être sponsorisé par les fabricants de routeurs 5G. Bon, donc là, on crée un projet comme ça. Je vais l'ouvrir dans l'IDE. Ah ouais, c'était pas une grande idée finalement de... C'est beaucoup mieux, hein. C'est très lisible. Ouais. Si c'est tantôt 4 tiers, tantôt 16 neuvième, c'est pas...
Voilà, donc là, j'ai une petite application Angular. C'est juste pour faire le parallèle entre les deux, comme ça. Ouais. Donc là, il a généré une application avec un module, un composant. Et on peut la démarrer en lançant ngserve ou npm run start. Donc une application qui va démarrer par défaut sur le port 4200. Donc voilà ce qui est généré automatiquement. C'est juste une page avec de la doc à enlever, hein, à remplacer par ce qu'on veut afficher. Alors dans l'application Angular, pour ceux qui connaissent, si on veut créer un module, on peut lui dire de le générer, c'est plus facile. Hein. ng generate module, que je vais appeler meetup. Voilà, donc là, il m'a créé un module meetup. Voilà. Donc c'est une classe où il n'y a rien dedans en fait, mais un décorateur, ça s'appelle des décorateurs en TypeScript, c'est l'équivalent des annotations Java, où il importe un autre module donc, qui contient des choses utilisées un peu partout. Donc là pour l'instant il n'a pas grand chose ce module. Si on veut créer un composant dedans, je vais lui faire générer aussi un composant. On va appeler meetup aussi. Ouais. Donc ça va être le composant meetup dans le module meetup. Voilà. Donc là, un composant, ça va être pour afficher quelque chose. Il va correspondre à une balise HTML app meetup. Et il a un template qui affiche meetup works. Et si je veux afficher ce composant, ben je vais le mettre à la place de tout ce qui avait été généré dans le composant parent. Donc je mets cette balise app meetup. Alors là, il me le souligne à juste titre parce que pour utiliser un composant d'un module, il faut d'abord importer le module. Donc j'importe mon meetup module. Et maintenant, ça doit afficher, ben voilà, j'ai enlevé tout ce qui avait été généré. Meetup works, il affiche le composant, bon, c'est pas très spectaculaire. Hein. Et puis si on veut faire une requête, les requêtes, alors on va pas les faire directement dans le composant, on va les mettre dans un service. Donc on va aussi générer un service. Je vais le mettre ouais, dans le répertoire meetup aussi. Je peux l'appeler request, pourquoi pas. Ouais, vas-y. Donc c'est vrai, c'est histoire d'avoir 2-3 trucs pour vous montrer un peu. Donc là, ce service, je veux mettre une méthode liste qui va m'afficher une liste de titres de meetup. Voilà. Donc, alors évidemment, le serveur il répondra pas instantanément, le résultat, ce ne sera pas un tableau de chaîne de caractères que je vais avoir comme résultat. Enfin, on le changera après. Alors, si je veux faire une requête, ben, mon service que je viens de créer, là, il a besoin d'un service qui est fourni par Angular, qui s'appelle HTTP Client. Je vais l'injecter, en fait. Ici, je mets un argument que je peux appeler HTTP, de type HTTP Client, pas module, juste HTTP Client. C'est un service fourni par Angular qui sert à faire des requêtes HTTP. Donc là, les arguments du constructeur d'un service ou d'un composant, ça va être des injections de dépendance. Le framework va automatiquement me fournir le bon objet d'après la classe TypeScript précisée. C'est ça qui sert de token d'injection, comme ça s'appelle dans Angular. Et voilà, il instanciera la première fois ce service HTTP, et après il va fournir toujours le même objet. Et donc ici, je vais pouvoir faire une requête, this.get
http.get. Alors une URL, ben, ce sera en localhost. Pardon. http://localhost. En Nest, par défaut, il démarre sur le port 3000. Et bah, on va dire, c'est une API REST. On a une entité Meetup. Voilà. Meetups, ce sera la liste des Meetups. Là, je lui dis que le serveur il renvoie un tableau de chaîne de caractères. On va pas avoir une structure de données très compliquée. Par contre, il me fait remarquer à juste titre que le serveur il va pas répondre tout de suite. Et pour ceux qui connaissent Angular, ce que je vais récupérer, c'est un observable de chaîne de caractères. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des observables parce que ça prendrait beaucoup trop longtemps. Donc c'est un tableau de chaîne de caractères qui arrivera plus tard dans le tuyau qui est l'observable. Et donc ça, c'est voilà, pour interroger une API, mais que je n'ai pas encore créé. Évidemment, ça ne va pas marcher tout de suite. Et si je veux l'utiliser, ce service, dans mon composant, pareil, je vais injecter mon service que j'ai appelé request de type request. J'ai oublié le 2 points. Oui, évidemment, des requests, c'était peut-être pas un nom super bien choisi. Ouais, si, ça doit être le mien. Oh non, c'était pas très bien choisi. Ouais. C'est pas le request service, ouais, d'ailleurs. Ça marchera. Et ici, donc bon, là, c'est juste ouais, ceux qui connaissent Angular savent déjà comment on peut afficher le résultat. Je vais mettre dans une propriété l'observable qui est renvoyé par la méthode du service. Donc je peux l'appeler meetups $, la convention de mettre $1 pour se rappeler que c'est un observable. C'est pas la donnée réelle, c'est le tuyau dans lequel elle va arriver. Et ici, je dis de mettre là-dedans celui qui est renvoyé par la méthode du service. Request this.request.list. Donc ça, c'est le code qu'il faut. Et pour afficher ça dans le template, on va mettre un titre meetup. Bon, on va même juste afficher le JSON, très simple. Donc les données qui arrivent dans cet observable meetup $, c'est de la synchrone, on utilise le pipe. C'est un pipe ça dans Angular. En fait, il va attendre que les données arrivent et fournir le vrai tableau des chaînes de caractères qu'on va sérialiser en JSON. C'est un deuxième pipe. Un pipe, c'est comme sous Unix, c'est pour ça que ça s'appelle pareil. Ou Linux, c'est un tuyau, il y a des choses qui rentrent et d'autres choses qui sortent. Donc là, par exemple, on rentre un objet JSON et ça va sortir du texte bien formaté qui affiche le contenu. Voilà. Donc là, j'ai normalement le client, pas tout à fait, parce que je dois avoir une erreur ici qui me dit no provider for HTTP client. Voilà, parce que là, si pour injecter, pour afficher le composant, il a voulu lui injecter le request service, et pour créer le request service, il fallait qu'il lui fournisse HTTP client. Ce HTTP client, pour qu'il soit disponible, il faut importer HTTP client module. Et cette fois, ce sera bon quand il y aura un serveur. Bon. Là, c'était pour vous montrer un peu les principes. On a des modules, dans un module, on peut importer d'autres modules dont on a besoin. On a le composant qui est ce qui va être visible, hein, c'est un bout d'affichage, un bout de HTML. On lui injecte des services. Au service, on peut aussi injecter d'autres services. On organise notre application comme ça. Avec Nest, ça va être exactement la même chose. Donc déjà, si je veux créer le serveur, le backend, pour créer l'application Nest, ça va être un projet Nest, Nest, new,
et le nom du projet. Pareil. Je vais appeler client, je vais l'appeler serveur. Alors, évidemment, côté serveur, il ne va pas y avoir de composants. Hein. Composants, c'est un bout d'HTML affiché. Le serveur, lui, il va envoyer des données. Donc, on va avoir des contrôleurs. Après, on a aussi des services qui sont dans des modules. On a aussi des pipes, enfin, plein d'autres choses qu'on va retrouver et avec la même syntaxe en plus. Donc, si j'ouvre aussi ce nouveau projet, j'ai déjà fait hop, New Window. Nous voilà dans Nest, dans une appli Nest. Alors ça a généré un module. Alors la syntaxe, ça ressemble beaucoup. Hein. Bon. L'autre c'était @ngModule, là c'est @module, évidemment il n'est pas importé d'Angular, il est importé de Nest, mais de Nest Common, alors que l'autre c'était @Angular/Common. On a des imports, on n'a pas on avait declarations qui contenaient les contrôleurs plus les directives, les pipes. Là c'est qui contenait les composants, pardon. Là c'est controllers ce qui contient les contrôleurs. Provider, bon j'en parlerai rapidement. Et donc le contrôleur qui a été généré, ici il travaille à la racine, il n'y a pas de préfixe d'URL, et oui, il n'y a rien du tout en fait. Donc si je fais une requête sur la racine, là il n'y a pas d'URL. Si je voulais une URL, il faudrait la mettre là. Là il n'y a pas d'URL, donc ça va être à la racine, ben, ça va exécuter ça. Donc local, il faut peut-être le démarrer quand même. Alors on peut faire npm run start 2.dev, comme ça il se remettra à jour automatiquement quand on fera des modifs. Il est en watch mode. Donc localhost, cette fois ça va être le port 3000. Hello world. Donc là, il a eu une requête sur une URL vide. Il a appelé le contrôleur URL vide et la méthode get. Ouais, c'était une requête get sur une URL vide, donc ça a exécuté elle pourrait s'appeler n'importe comment, hein, celle-là. Et qui appelle une méthode d'un service. Et vous voyez, le service, pareil, on injecte l'instance de AppService dans une propriété, enfin un paramètre du constructeur. Là, ils ont même précisé que c'est read-only, on peut. Et donc là, on a un service qui a juste une méthode qui renvoie une chaîne de caractères. Vraiment très basique. Donc si je veux faire un peu la même chose que ce qu'on a fait côté Angular, si je veux créer un module, là je fais non pas ng mais nest generate module meetup. Là, maintenant ça va être c'est un module côté serveur cette fois. Donc j'ai un nouveau module, bon pour l'instant il est complètement vide. On va mettre un contrôleur dedans. Tout à l'heure on avait mis un composant, mais là ça va être un contrôleur qui va répondre aux URL meetup au pluriel. Voilà, donc là j'ai un contrôleur, il n'y a pas de template évidemment hein, côté serveur. Donc dans le module, il m'a mis mon contrôleur qui, voilà, il a mis le préfixe meetup aussi, j'avais mis un S. Je veux la liste de tous les meetups. Je mets, si je veux répondre à une requête get sur cette URL meetup, @get, et la méthode à exécuter. Hop. Donc ça, on va exécuter, je sais pas, je peux appeler liste aussi, voilà, et la liste des meetups. Et on va renvoyer un tableau de chaîne de caractères, puisque c'est ce qui est attendu de l'autre côté. Voilà, si je mets un tableau,
Juste pour essayer. Voilà. Ah, c'est autre chose ça. Oui, j'avais même pas regardé, j'avais pas lu l'erreur tout à l'heure. C'était pas que le serveur répondait pas, c'était même avant qu'il y avait un problème. C'est que c'est une requête cross-domaine et il faut autoriser, il faut que le serveur, non, peut-être que c'était pas ça le message tout à l'heure, mais là maintenant si le serveur répond et qu'il n'a pas mis les headers pour autoriser les requêtes cross-domaine, ben, le navigateur bloque. C'est prévu comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut le gérer côté serveur. Là par exemple, si on est juste un express de base, voilà, il faut utiliser un middleware. Et puis alors, il y a 3 pages de doc à lire pour configurer le... Bon, il y a pas mal d'options en même temps. Si on veut juste l'activer, c'est pas si compliqué que ça. Ou alors on cherche Nest, ou on peut le chercher directement dans la page de doc. Course. Alors soit on exécute enable course, soit on met une option course true. C'est bien, ça me plaît. Donc ça c'est, je suis sur le client, ça va pas être là. Dans le main qui démarre l'application, create qui démarre l'application avec le module racine de l'application, course true. Ça marche tout de suite mieux. Hein. Voilà, donc là maintenant le client reçoit les données du serveur. Si je veux créer un service, voilà, parce que c'est qu'il est hop le contrôleur. Voilà. Si je veux avoir un service qui pourrait interroger une base de données, bon là j'ai pas de base de données, on va pas aller si loin, c'est juste pour vous montrer que c'est pareil en fait, quoi, ça s'imbrique. Enfin, sauf que non, dans Angular on n'interroge pas de base de données. Alors un service, ben, pareil, Nest, generate, service. Si je mets slash db, voilà, celui qui interrogerait la base de données par exemple. Donc il m'a créé un service. Et il a mis un provider dans le module Meetup. Et provider, en fait, ça existe aussi dans Angular. C'est ce qui va fournir le service demandé. Donc là, la syntaxe, ça c'est un raccourci de syntaxe. Dans Angular, maintenant, c'est une autre syntaxe qui est utilisée. Donc il y a quand même des petites différences entre les deux. Où c'est qu'il est le service ici. Depuis la version, ça doit être la 6 d'Angular. Avant on écrivait comme ça, exactement ce qu'a généré Nest.js, et il fallait mettre le provider dans le module, exactement de la même façon. Donc avec la classe qui est request service. Donc le provider, c'est simplement pour lui dire, ça se voit mieux d'ailleurs si on met la syntaxe longue, qui est provide. Provide. En fait, quand on lui demande de fournir request service, ben, il faut qu'il instancie la classe request service. Alors, useClass, c'est pas la seule possibilité. C'est la plus utilisée, et en général, on l'écrit pas comme ça. On met le raccourci qui est juste le nom de la classe. Si c'est la même, disons que si la classe demandée qui sert de token d'injection et celle qu'il faut instancier, on lui met juste la classe et c'est un raccourci pour tout ça.
Il y a d'autres possibilités, use factory, à laquelle donc pour exécuter une fonction à laquelle on peut injecter des dépendances et tout. Ben, c'est exactement la même chose ici. Toute la syntaxe, c'est tout pareil, quoi. Là, ben, DB service, c'est un raccourci pour require DB service use class DB service. Bon, là aussi, on va pas. Pas require, pardon, provide. Là aussi, on a use factory à laquelle on peut injecter des dépendances et qui peut même renvoyer une promesse si le service est créé plus tard. En fait, ça peut attendre, il attendra que la promesse soit résolue pour après pouvoir injecter ce service-là ailleurs. Bon, globalement, ça ressemble énormément à ce que... En fait, moi, en connaissant Angular, Nest, ça marche tout seul, quoi. En fait, essaye des trucs et puis c'est pareil. J'ai pas lu beaucoup la doc. C'est quand même très pratique. Et donc tous les concepts très intéressants d'Angular, on les retrouve avec la même syntaxe en plus, quoi. Voilà. Donc là, ben, je peux avoir le service qui... qui renvoie des données, je sais pas, liste, enfin... Allez. C'est pas ce que je voulais écrire. Disons qu'il interroge la base de données, mais là j'ai pas de base de données. Et alors, la base de données renvoie un objet, meetup, qui a un identifiant, un titre, une date. Si je veux créer ça, ben c'est comme dans Angular, ngGenerate, je peux faire, alors, pour la créer à la main, ça va aussi vite, mais ngGenerate class, c'est un objet meetup. Ouais, il commence à y avoir beaucoup de meetup dans l'histoire. Bon, ça fait rien, on va l'appeler quand même meetup, parce que bon, un objet qui représente un meetup. Hein. Ou event, peut-être. Allez, event. Voilà, donc, hop. Event.ts, bon. Franchement, celle-là, comment je l'utilise pas, ça va aussi vite de créer le fichier à la main. Class event, disons qu'on a un identifiant numérique, un titre, qui est une chaîne de caractères, et une date, on va la mettre en string aussi, format ISO par exemple. Voilà. Donc, notre service qui simule l'appel à la base de données, il va renvoyer un observable, enfin non, là, on peut renvoyer directement le tableau. On va dire que c'est un event. Ouais, event, c'était pas très bien choisi non plus, hein, je pense. Bon. Un tableau d'event. Ah oui, non, c'est vraiment très mal choisi parce que du coup, il me l'a même pas importé. Voilà, c'est lequel? Point event, ouais, c'est lui. Alors, ben, je vais renvoyer un tableau. Voilà, les meetup à Crealid, on est juste au deuxième. Hein. Donc il y a eu un premier, le titre c'était c'était sur l'ergonomie, le titre était plus long que ça, mais peu importe. UX, voilà. Ah, UX c'est plus court, ouais. Et une date, c'était le 7 novembre. Donc, hop, 2019, hein, c'était même pas cette année, quoi. Voilà, et puis un deuxième, c'est aujourd'hui. Donc ça parle de... C'est quand même pratique aussi TypeScript, vous voyez, par rapport à JavaScript, il peut quand même aider quand il connaît les objets. Title, donc là ça parle de Nest et plus. Et ben, on est le
01 09. Donc maintenant, je peux, dans le contrôleur, injecter le service. Ah, pour ça, il ne va pas générer le constructeur, il faut que je mette. Constructor, private, on peut mettre read only, hein, qu'ils avaient mis, c'est vrai, on ne va pas le modifier. Hein. Read only, que j'ai appelé DB, de type DB, service. Et donc là, bah, ça va être this. Ah ouais, sauf que this.db.dblist, voilà. Ouais, mais ça, c'est pas un tableau de chaîne de caractères, hein, puisque. Pour ça, là, il me signale l'erreur. Hein, si j'essaye de mettre un tableau d'event dans un tableau de chaîne de caractères, bon. Là, en JavaScript, j'aurais fait l'erreur allègrement sans qu'il me dise rien. Bon. Ben là, on peut le modifier. Alors, je pourrais le modifier ici directement, ou je peux créer. Bon, on va aller juste prendre le titre, mais c'est absolument trivial. Mais bon, disons que j'ai des données, j'ai un service qui m'a fourni des données reçues qu'il a été cherché en base, et puis je peux avoir un autre service qui va transformer ces données. Hop, service, voilà, on peut faire un service, je sais pas. Process meetup ou event ou quoi. Qui va faire le traitement métier sur ces objets avant de formater ce qu'il doit envoyer au serveur, au client plutôt. Voilà, donc je peux lui dire que j'ai un service qui a une méthode, je sais pas, on va dire, pas juste une méthode, keep titles, regardez juste les titres, hop, je mets en plus grand. Donc, il renvoie cette fois une chaîne de caractères, un tableau de chaîne de caractères à partir. Oh là, il me manque des choses. À partir d'un tableau d'événements. Donc, return, events, hein, c'est un tableau. Events.map. Pour chaque événement du tableau, ouais, mais c'est pénible. Faut pas appeler les classes event, hein, je vous le déconseille. Parce qu'évidemment, après, s'il croit que c'est autre chose comme event. Donc voilà, là, maintenant il est content, c'est bien un tableau de chaîne de caractères. Et ici, donc, je vais lui dire que j'injecte aussi mon service. Process, il y a du monde hein, aussi. Process event service. Et il n'y a plus qu'à appeler la méthode en question. Donc dans process event service, j'ai une méthode. Il manque le. Oui, très juste. Oui, forcément, là, il ne peut pas deviner ce que ça va être. Process event service. Donc, point keep titles. Et cette fois, tout doit être bon. J'ai bien les titres. Voilà. Donc, bon, évidemment, là, c'est un exemple absolument trivial. Mais bon, ça vous montre que, voilà, on peut, dans un contrôleur, je peux injecter un service qui va aller faire des requêtes à la base de données. Il faut isoler les traitements. Et puis, l'intérêt de ça, c'est que mon traitement que je veux faire sur ces événements, il dépend plus de rien. Là, si je peux faire du test unitaire, je teste mon code, quoi. J'ai plus des dépendances sur la requête HTTP, sur la base de données et tout ça, que je pouvais pas tester. Si j'écrivais ça, où c'est qu'il est ici, voilà, ça, là où le traitement que j'ai mis ici,
Là, le traitement, il n'est pas isolé, je ne suis pas capable de le tester sans devoir simuler une requête HTTP, une réponse, une base de données, enfin, c'est ingérable. Ça intègre le backend aussi, alors du coup. C'est le back-end, hein, Ernest. C'est uniquement le back-end, hein, c'est l'API. Voilà. Donc là, j'ai les deux, mais les deux se ressemblent beaucoup, hein, du coup. C'est vrai qu'il y a une très forte similitude, hein, et voulu, hein, voilà, ça a été développé pour calquer l'architecture d'Angular, qui est donc celle-là, côté back-end, pour écrire une API. Pourquoi c'est le mec de Google qui font ça? Oui, c'est Non, pas du tout. Je vais y venir. Alors. Ouais, j'ai une slide dessus. C'est du Node.js. Oui, ça tourne sur Node.js, bien sûr. Alors, en fait, par derrière, ça utilise même Express. Voilà. Donc Express, c'est la couche très basse, le socle. Mais bon, puisqu'il gère les requêtes et tout ça, il n'y avait pas besoin de le réinventer. Hein. Et ça fait, c'est les plans de l'immeuble par-dessus, quoi. On a les briques, mais... Alors, ouais, comme démo, ça suffira parce que je ne peux pas tout vous montrer en quelques minutes, mais il y a énormément de choses. Alors, donc là, voilà, on a les contrôleurs qui permettent de répondre à des requêtes. Donc là c'est la base de... Si je remets rien dans get, c'est une requête get sur cette URL. S'il n'y a rien de plus... si je veux une requête post, bien sûr, je mets @post, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc là, on lui dit que sur /cat, pour cette entité chat, si j'appelle juste get, ça me renvoie la liste. Si c'est une méthode post, ça va créer un nouveau chat, ça va ajouter un chat à la liste. On peut éventuellement avoir des jokers, alors sinon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, enfin, parmi les trucs les plus intéressants. La redirection, tout ça, enfin, c'est plus anecdotique. Là, je peux récupérer le corps les données. Voilà. Une requête post, @body, hop, il va me mettre dedans, dans mon paramètre, les données envoyées par le client. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, si je veux récupérer, non pas tous les chats, c'est encore, il aime bien les chats, le développeur. Donc là, c'est pour récupérer toutes les entités. Si je mets un identifiant, là c'est une requête, ça va être /cat / une valeur d'identifiant. Et du coup, je lui dis que je vais récupérer la valeur du paramètre ID dans cet argument. Voilà, automatiquement, j'ai plus qu'à l'utiliser pour le passer à la requête en base de données. Bon, il y a plein de choses comme ça. Les providers, je vous ai montré un peu vaguement. Et les middleware, comme dans Express, on peut mettre des middleware qui se branchent avant, qui vont traiter les requêtes avant qu'elles soient passées au routeur. C'est plus facile à configurer. On a des pipes qui permettent de... Donc c'est exactement la même syntaxe que les pipes Angular, pour ceux qui connaissent. C'est un service qui implémente pipe transform avec une méthode transform qui reçoit les données en entrée, des arguments éventuels. Donc voilà. Syntaxe exactement la même, hein. On l'importe de @nestjs/common au lieu de @angular/common, c'est tout pareil. Donc là, des pipes, il y en a un qui est fourni pour la validation des données. Donc, données reçues côté serveur. Voilà, on peut en faire pour transformer des données. Voilà. Il y a des guards. Donc pareil, pour ceux qui connaissent Angular, vous savez que le routeur côté client, on peut lui dire, appeler, avoir une fonction qui va être évaluée pour savoir si on a le droit d'aller sur une certaine route. Alors, côté client, ça peut éviter déjà que l'utilisateur aille sur une page s'il n'a pas le droit. Alors, c'est toujours contournable côté client. Par contre, c'est beaucoup plus important de le faire à côté serveur. Parce que là, s'il fait une requête sans avoir l'autorisation pour une certaine URL, il ne faut pas y envoyer la réponse. Et donc voilà, et guard, c'est exactement pareil. Un guard can activate, on peut activer. Même syntaxe que dans Angular, même interface, ça renvoie, comme dans Angular,
un booléen si on peut le savoir tout de suite, ou une promesse de booléen, ou un observable de booléen si on le saura plus tard, si c'est asynchrone, c'est pareil. Il y a les intercepteurs HTTP. Dans Angular, on peut intercepter une requête avant qu'elle parte, ou une fois que la réponse revient. Bon, ben là, on reçoit une requête, on peut l'intercepter côté serveur, hein, une requête qu'on reçoit, ou une réponse avant qu'elle soit envoyée. Et je vous le donne en 1000, la syntaxe c'est la même, enfin, pareil. Bon, avec RxJS, enfin, voilà, c'est vraiment calqué sur Angular, hein, si vous savez faire. Ça s'écrit pareil. Il y a exception filter, voilà, on peut lui dire hop, de récupérer pour la gestion des erreurs, c'est bien pratique. Intercepter les erreurs pour être capable, sinon, pour pas avoir un violent plantage erreur 500 côté serveur. Dans les quelques bricoles. Alors sinon, oui, donc là, je vous ai dit, c'est pour faire une API REST. Ça peut aussi faire, on peut faire du GraphQL. Ouais. Donc GraphQL, ouais, c'est un autre type de requête, c'est un peu le SQL du JSON. On peut faire des WebSockets. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant aussi? On peut, s'il y en a qui utilisent Swagger, ben, il y a un module tout près qui génère la doc Swagger, enfin, la config Swagger à partir du typage TypeScript qu'on définit pour tout ça. Bien sympa aussi, ouais, parce que s'il faut le taper à la main, c'est un peu plus laborieux. Si on fait de l'upload de fichiers, on met un intercepteur, file interceptor, qui est déjà fourni, et on récupère dans @uploaded file, on récupère notre fichier. S'il y a plusieurs fichiers, uploaded files au pluriel, qui sera un tableau des fichiers qui ont été envoyés dans la requête. En fait, un post multipart avec des fichiers dedans. Ah, s'il faut faire tout ça à la main, il y a du boulot. Hein. Pour les tests, dit nativement, il y a aussi comme dans Angular. Pour les tests, ouais. C'est avec Jest. Je sais plus où c'est qu'il est. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Énormément, enfin, il y a plein d'autres modules. Hein, si vous voulez faire du MQTT, il y a pour les codes messages, il y a, je sais plus où c'est qu'ils l'ont mis, enfin oui, non, c'était pas celle-là, il y a aussi queues, voilà. Si vous avez des queues d'exécution, queues de traitement, pour pouvoir sérialiser des jobs avec des workers qui vont récupérer ça traiter ça au fur et à mesure. Donc ça embarque un outil qui s'appelle Bull qui utilise lui-même Redis pour la persistance de ces files d'attente de job. Donc il y a plein de choses qui sont déjà prévues, prêtes à l'emploi. Toute l'architecture est déjà pensée. S'il faut se faire ça à la main, il y a du boulot. Enfin, même si vous avez besoin que de 10% de ce qu'il y a là-dedans, ça fait déjà beaucoup de boulot. Depuis combien d'années? De quoi? Depuis combien d'années? C'est pas vieux. C'est pas vieux, je sais pas, version stable, moins de 2 ans, je pense. Peut-être même encore moins que ça à faire. Donc, clairement, l'apport de Nest.js, c'est l'architecture. Voilà, au lieu de partir d'un truc où il faut tout inventer, on a une architecture toute faite et beaucoup moins. Voilà, bon, ça demande un petit peu d'apprentissage, pas beaucoup si on connaît Angular, et tout est prêt, quoi. Il n'y a plus qu'à mettre notre code métier dans une application qui sera plus ou moins bien structurée, mais beaucoup mieux que si on n'avait pas ça, quoi. Parce que bon, même avec Angular, on peut arriver toujours à faire des trucs un peu tordus, et là on peut aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même mieux que d'avoir juste le tas de briques et pas de plan. Donc Nest.js, ça va parler bien sûr à des développeurs Angular, mais c'est pas du tout exclusif. Bon. Là, le meilleur article que j'ai trouvé qui présentait, en français qui présentait Nest, c'est celui-là. Et donc, bon, enfin, globalement, c'est ce que je vous ai raconté là. Hein. Et
ben, le développeur, enfin l'auteur de l'article, c'est un développeur React. Bah, pourquoi pas, après... c'était où sur Twitter, voilà, hop. Il fait du Nest avec React. Node.js, Nest, React. Si j'aime bien React, il n'y a pas de problème. Enfin, Nest, finalement, peut s'utiliser avec n'importe quoi. C'est fait pour faire une API. Voilà, on a un outil qui est très pratique, qui est bien construit. Bah, évidemment, si on a React côté client, bah, les deux, forcément, il y a quand même une proximité. Mais enfin, il n'y a pas besoin, mais c'est juste bah, que pour les développeurs, il y en a quand même moins à apprendre. S'il avait faisait pareil en React, il aurait utilisé ça, je pense. Ouais, alors, sauf que bah, c'est quand même plus difficile parce que finalement, Nest, c'est Angular sans les composants. Mais React, si tu enlèves les composants, il ne reste plus grand-chose. Donc je pense pas qu'ils sortent d'équivalent. Enfin, ouais, pas vrai. Donc voilà, c'est très bien et ça peut s'utiliser avec Angular ou sans Angular, ou c'est même pas forcément pour faire du web. Une API REST, ça peut être pour faire une appli native Android ou iOS ou ce qu'on veut, quoi. Et pour faire une API REST qui va fournir des données. C'est encore assez confidentiel, vous êtes sûr que ça a bien marché? Ah, alors c'est de moins en moins confidentiel. Alors justement, je vais vous donner quelles sont les questions à se poser un peu. Alors déjà, dans les points un peu négatifs, le nom Nest.js. Alors il y a Google qui a racheté Nest, et c'est devenu le nom de sa gamme d'objets connectés, enfin de domotique, voilà. Donc Nest n'a rien à voir avec Nest. Quand Google rachètera Nest.js. Peut-être, oui. Alors il y a aussi un Next.js qui est un framework React, alors qui n'a rien à voir. Et là c'est un framework client, alors que Nest.js c'est un framework serveur basé sur Angular. Mais Next.js c'est une surcouche à React qui rajoute pour faire du server-side rendering notamment et tout ça. C'est intéressant cette approche. Du server-side rendering. Si on a besoin d'indexer les pages, si c'est une appli qui a des pages, donc en fait Ça génère en fait des trucs. ouais, donc il va faire quand tu demandes une certaine page, il va faire le rendu d'abord côté serveur et il t'envoie le HTML et puis hop, ça démarre l'appli. Mais il y a un pré-rendu qui est fait et qui permet de l'indexer et éventuellement que ça réponde plus vite. Avoir un premier choix. Pour améliorer l'indexation sur le mot. Voilà, mais bon, c'est surtout pour des applis publiques, pour une appli qui est pas accès, où il faut s'authentifier, l'intérêt est beaucoup moins évident. Enfin, ça rajoute surtout de la complication et pas franchement d'intérêt. Donc voilà, il y a ce Nest.js, ce qui est pour React. Alors pour Vue, ils étaient jaloux, du coup ils ont fait Nuxt.js. Bon, enfin, ouais, il faut pas se perdre dans les noms des frameworks, hein. Il en sort un par semaine, ils s'appellent tous pareil. Bon, c'est un peu... Alors, plus sérieusement, un point qui peut être un peu plus gênant, c'est que c'est surtout le boulot d'un développeur. Sacré boulot quand même. Donc c'est un Polonais qui a fait ce Nest Framework, qui est Google Developer Expert. Je l'étais avant lui, mais enfin, je pense qu'il le mérite plus que moi quand même. Vu le boulot qu'il a fait, c'est vrai que moi je participe plus beaucoup. Parce que voilà, si on regarde, à part le bot là, sur GitHub, les contributions, c'est quand même lui qui a fait à peu près tous les commits. Derrière, ça tombe à pas grand-chose. Donc il y a 150 contributeurs recensés, mais qui font un petit commit chacun. Globalement, c'est le projet, pour l'instant, d'une personne. Celui-là, je connais d'ailleurs. Tiens. Il s'était mis assez tôt à Angular. Je vois qu'il s'est mis... à Nest aussi. Jean-Baptiste Pionnier, bon, qui s'appelle Pionnier en même temps, c'est logique. Maintenant, c'est... Ouais, d'ailleurs, si on regarde donc, sur le Twitter de Camille Mysliwiec, l'article qu'il a mis en lien...
GitHub, non. Twitter. Qui montrait la croissance des frameworks JavaScript. Donc ça, c'était le nombre d'étoiles sur GitHub, ceux qui ont enregistré le projet actuel. Et la croissance sur 2018, Nest commence à se faire connaître. C'est récent, mais ça monte. J'ai vu des démos chez Microsoft ou autre. Enfin, pour l'instant, c'est essentiellement une personne, mais il y en a beaucoup qui commencent à s'y intéresser autour. Et dernière slide, le technologie radar 2019 de ThoughtWorks. ThoughtWorks, cette boîte, c'est la boîte de Martin Fowler, qui est quand même sûrement le plus grand architecte informatique vivant ou ayant existé. Ils sortent chaque année un radar sur les techniques, les outils, les plateformes et les langages et frameworks qui leur paraissent les plus intéressants dans ce qui vient. Donc là, c'est vraiment tout confondu. Il y a TensorFlow pour faire du machine learning. Il y a, donc pour la plupart, c'est pas pour faire du développement web. Enfin, il y a des API pour React et tout. Et il y a un seul framework d'API REST pour Node.js, c'est Nest.js. Et un autre dans les trucs, dans cette petite liste de trucs à surveiller de très près, Gatsby, c'est ce qu'on a utilisé avec Jérémy pour faire notre site internet. Donc, je pense, avant de voir ça, mais je pense que, disons que c'est aussi dans les technos, donc on commence à parler de plus en plus. Directement, justement, j'aurais tendance à dire que tu étais sur Angular, tout début d'Angular. Donc, si tu as le nez creux sur Nest.js comme tu l'as vu sur Angular, il y a une chance que ça marche. Disons que c'est un peu comme quand Angular est sorti, ça répond à un besoin. Sur, pour un truc comme ça, sur Node, il n'y avait rien. Autant il y avait des plateformes, des outils, des frameworks très structurés en Java, Symfony, en PHP ou plein d'autres. Il n'y avait pas à ce niveau. Enfin, Express, c'est pas du tout à ce niveau-là. Enfin, c'est le socle sur lequel est bâti Nest. Ouais, mais tout ça, ce sont des trucs, c'est beaucoup plus rudimentaire. Il y a API, Koa. Ça, c'est presque une vieillerie. Ça remonte à Smalltalk. Et Smalltalk, je crois que ça a mon âge. Alors pour un framework, c'est vieux. Moi, je me sens jeune, mais enfin, un framework des années 70, c'est pas tout récent. Ah, la version JS, non, mais je crois que c'est un portage de framework. Oui, non, c'est pas la version Smalltalk, évidemment. Ouais. Non, mais pas mal. Mais bon, on n'est pas dans ce cadre-là, quoi. C'est pas une architecture pour construire une application, quoi. Et là, vraiment, oui, ça répond. Enfin, le besoin Angular l'a couvert dans le client, et finalement, ce besoin d'un truc bien structuré, bien construit, on a besoin côté serveur aussi. Si on décide d'utiliser Node.js, on a encore plus besoin côté serveur, quoi. En général, le client, c'était un peu le parent pauvre. Alors que là, pour Node, c'est quelque chose qui manquait. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne connaisse pas le succès. Il y a Loopback qui a l'air d'être porté par Loopback, oui, ça a été racheté par IBM, oui. dont ils font la promo sur Express, sur le site d'Express directement. Ah oui. Ouais, ça, ils ont peut-être payé une pub. Non, je sais pas. Je sais pas trop. Franchement. Après, il y a Koa aussi, mais bon, qui reste. Koa, c'est le développeur. Ce qui est sympa, c'est que ça fait des jolies pages bien documentées et ça. Koa, c'est le développeur d'Express qui a fait Koa, en disant Express c'était un peu le brouillon et maintenant voilà, c'est la bonne. Ouais, mais finalement tout le monde est resté sur Express. Bon, pour faire un truc très basique, il n'a pas réussi à faire suivre les utilisateurs, quoi. Gatsby, c'était quoi du coup? Alors, complètement autre chose. Gatsby, c'est pour générer statiquement un site de contenu. C'est du React. Mais
En fait, il va exécuter les composants React lors du build. Bon, après, quand on est sur le site aussi, hop, si je vous montre, notre site tout neuf qui est un peu vide encore, mais donc c'est du Gatsby. Et bon, pour l'instant, par exemple, le blog, il n'y a encore rien. Mais la structure est déjà faite, il fonctionne, avec les articles de test, et ça fonctionnait. Et quand il y a s'il trouve 10 articles de test, 10 articles de blog, ça, lors du build, il va générer 10 pages web. Donc, Je suppose que du SSR, mais... non, c'est voilà, c'est généré à l'avance. Ça construit statiquement, du coup ça va vite. Bon, enfin, il fait plus que ça, il va gérer toutes les images pour qu'elles soient beaucoup plus petites si on est sur smartphone ou autre. Enfin, donc, il y a plein de choses, mais c'est un peu, si vous connaissez Jekyll, qui fait ça aussi. Jekyll, donc qui génère des pages statiquement. Après, c'est du HTML brut. Là, ça génère statiquement, mais chaque page, en fait, démarre une appli React. Donc, on est après dans une single page application, mais à partir d'une page qui a été générée statiquement. Donc, c'est une autre approche, mais c'est pas du tout ce que fait Nest. C'est pas la partie serveur, c'est pas une API. C'est pour faire plutôt des petites... Non, c'est plutôt pour des sites comme vous êtes, d'être indexé, de répondre très vite et de marcher sur smartphone et tout ça. Donc, c'est pour du contenu public. Question de performance et d'indexation. Ouais. Et ouais, ça va générer automatiquement. On lui met une image, il va en faire plein de dimensions différentes, envoyer les bonnes, faire un chargement progressif avec des JPEG. Enfin bon, il gère plein de choses, mais c'est du contenu pré-généré. Donc c'est une approche très intéressante. On pourra en parler une prochaine fois si vous voulez. Là, je vais laisser Jérémy à ton tour de prendre la. Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais. Sur Angular, Oui. est-ce que c'est possible sur Angular de créer juste des composants à mettre sur n'importe quelle page web ou il faut faire une single app? Alors, oui, il y a la possibilité d'embarquer un composant Angular, un bout d'application dans un web component. Moi, j'utilise Vue.js pour ça, parce que D'accord. j'adore Angular, mais je n'ai pas trouvé de moyen simple et léger de le faire. Après, si c'est pour... Enfin, Angular, c'est quand même d'abord fait pour faire une application Angular. Donc, si tu as un gros composant, tu fais un gros calendrier qui affiche plein de choses et tout, que tu veux afficher dans une page web un peu hors Angular, pourquoi pas, ouais, en faire un web component, mais c'est... Ouais, c'est pas forcément le but, quoi. Okay. Disons qu'il ne faut pas partir d'une application Angular où il y a plein de composants et puis vouloir en faire un web component de chacun que tu mets dans une page. Ça va être... à chaque fois, quelque part, ça devient une petite application Angular. Donc ça serait beaucoup trop lourd.